mais également à travers l'Europe, en compagnie des concurrents du Rallye Monte-Carlo historique 2005. Et comme lors de chaque épreuve de course automobile, l'aventure débute par un contrôle technique, comme c'était d'ailleurs le cas à l'époque, en 1966 par exemple. Dès jeudi 27 janvier à Oslo et le lendemain à Barcelone, Reims, Turin et Monaco, les commissaires techniques sont sur le pied de guerre pour contrôler les 351 voitures inscrites à cette 8e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Les voitures sont obligatoirement des modèles ayant participé au Monte-Carlo, des modèles de conception antérieure à 1977. Ces informations figurent sur la carte d'identité FIFA de chaque véhicule. Pour le reste, le travail des commissaires consiste à contrôler une série de points précis sur chaque voiture. On a vérifié comme quoi le châssis était bien d'époque, le numéro correspondait parfaitement. On a vérifié après l'éléments de sécurité, tout ce qui était pneumatique, tout ce qui pouvait permettre de donner de la puissance et assurer la garantie du véhicule. On a vérifié aussi tous les instruments nécessaires en accord avec le code de la route, c'est-à-dire l'éclairage et tout ce qui est sécuritaire sur un véhicule classique. Dès les vérifs techniques, le public est au rendez-vous. Public de nostalgiques, de connaisseurs, mais également quelques spécialistes. Ceux qui aiment le sport s'approchent des voitures classiques parce qu'on s'amuse plus, on a plus de situations de conduire par rapport à les voitures d'aujourd'hui. Comme je ne vois pas les voitures des années 80 jusqu'à là avoir un futur classique parce que ce sont des voitures déjà tout fait en plastique avec l'électronique, c'est pas tellement fiable. Voilà. Ça, je ne vois pas un futur. Peut-être dans 30 ans, je me trompe. Cette Porsche 356 de 64 appartient à Jean-Pierre Mondron, un ancien rallyman amateur qui découvre cette année le Monte-Carlo historique. C'est sûr qu'on va faire des spéciales exceptionnelles, comme il y a 20 ans ou 30 ans. Quand j'écoutais Max Meignier sur Europe 1, la nuit du Turini et des choses pareilles, pour moi ça reste quand même quelque chose d'extraordinaire. L'une des particularités du Rallye Monte-Carlo, c'est évidemment le parcours de concentration qui, jusqu'en 1996, contraignait les pilotes à traverser l'Europe avant de débuter le rallye proprement dit. Évidemment, pour l'épreuve historique, les organisateurs ont remis le parcours de concentration au goût du jour. Cette année, 5 villes de départ sont à l'honneur, Oslo avec 19 partants, Turin pour 57 concurrents ou encore Barcelone. Ils étaient 66 à s'élancer de la capitale catalane, bien sûr une majorité d'Espagnols, mais également un bon nombre de Français. Comme d'habitude, l'Automobile Club espagnol avait mis les petits plats dans les grands pour cette cérémonie de départ du parcours de concentration. Reims est traditionnellement un lieu de départ pour les nordistes. Cette année encore, 94 voitures partaient de la ville du Champagne pour descendre vers le sud. Et comme d'habitude, il y avait énormément de public pour applaudir les concurrents lors de leur passage sur le podium de départ.
Enfin, c'est de Monte-Carlo qu'ils étaient les plus nombreux à s'élancer. 115 équipages se sont présentés sur le podium place du Casino. Gilles Panizzi, troisième du Monte-Carlo moderne une semaine auparavant, officiait en tant que starter. Mais la vedette n'était pas vraiment le pilote Mitsubishi. La vedette, à Monaco, c'était la neige. La neige, invitée surprise au départ. Personne ne s'attendait à cela. Michel Ferry ne l'avait même pas imaginé en rêve. Nous avons mis des cierges à la patronne de la principauté, Sainte-Dévote. J'ai dû en mettre un petit peu trop, parce que c'est la première fois qu'il neige sur la place du Casino pour le départ d'un rallye Monte-Carlo. D'ores et déjà, on peut annoncer que c'est un grand cru alors. Ah, c'est un rallye d'annales. Déjà, les concurrents de Barcelone n'ont pas pu quitter Barcelone parce que les fraiseuses qu'on avait envoyées dans la région d'Andorre n'ont pas pu déneiger. Donc on les a déroutés sur l'autoroute. On vient de nous dire qu'il neige avec abondance au-dessus de Monaco à La Turbie. Il neige d'ailleurs ici sur le podium. Oui, peut-être qu'on aura 20 voitures à l'arrivée. Et c'est parti pour la concentration jusqu'à Vals-les-Bains. Contrairement aux années précédentes, les concurrents partent 24 heures plus tôt, ce qui leur permettra de souffler un peu à Vals avant d'attaquer le parcours commun en Ardèche. Bon alors Jean-Louis, c'était comment l'étape de concentration depuis Reims? Oh, c'était assez difficile. Pour quelle raison? Jusqu'à Langres, ça va. Mais après, on a eu un peu de neige et puis on a eu un petit incident mécanique et on a eu un problème sur un essieu arrière. Donc on a réparé avec le fils qui est un petit peu mécanicien et on y arrivait juste dans les temps ici, mais c'était à quasiment la minute. Bon, impeccable. Oui, un peu de neige en arrivant du côté de Vals-les-Bains. Mais à part ça, tout s'est très bien passé dans le parcours. De Barcelone, nous avons dû prendre une route alternative car une portion de l'autoroute était fermée à cause de la neige. La déviation était nettement plus praticable. On a roulé durant 40 heures sans dormir et sans quasiment manger, c'était vraiment très long. Le baptême du feu est terminé pour l'équipage de la Porsche numéro 26, ils sont à Vals-les-Bains. On a craint le pire en quittant Monte-Carlo, je ne vous cache pas qu'avec la tempête de neige qui était là à ce moment-là, c'était assez inhabituel je pense. Heureusement ça s'est arrêté au bout d'une centaine de kilomètres, donc la nuit s'est bien passée. Sauf que hier matin, on a quand même eu à nouveau une sérieuse tempête de neige, mais je crois que c'est un avant-goût de ce qu'on va avoir aujourd'hui, en tout cas au niveau de la neige sur la route. Après plus de 40 heures de conduite pour les concurrents partis d'Oslo, un peu moins pour les autres, c'est enfin l'arrivée en Ardèche à Vals-les-Bains, point de ralliement et de départ pour la suite des festivités. Heureux d'être là, les pilotes et leurs navigateurs se préparent pourtant déjà à repartir vers les spéciales mythiques du plateau ardéchois, Burzet, la Louvet, le col de Joux et j'en passe. La fatigue se fait sentir pour certains et pour d'autres, les galères commencent. Le cric, la croix et les gants. Et donc vous crevez avant de partir. C'est des vieilles roues de l'époque aussi. Malgré ce début d'incendie, même la Fiat 124 Spider de Gigi Aguina pourra partir. Heureusement, il y a eu très peu de déchets lors du parcours de concentration. La quasi-totalité des concurrents s'élance donc à l'attaque de la première étape. Pour le parcours de classement, les voitures partent dans l'ordre de leur numéro. Toute la journée de dimanche 30 janvier se dispute en Ardèche, un peu plus de 300 km et 4 secteurs de régularité à franchir. Comme d'habitude et comme de tradition, c'est à Burzet que débute l'aventure. Dans Burzet,
Il y a de la neige, pas mal de neige même. À la Champ-Raphaël, le thermomètre flirte avec les moins 15 degrés. L'impression de froid est encore plus intense avec la burle qui souffle. Mais le pire, c'est que sous le manteau neigeux, il y a une bonne couche de glace. Dans ces conditions, même avec des pneus cloutés, personne n'est à l'abri d'une petite erreur d'appréciation et d'un petit détour par les bas-côtés de la route. Nous étions tous un tout petit peu en retard, on avait 4 secondes de retard au dernier pointage et j'ai voulu accélérer un tout petit peu trop fort. Malheureusement l'avant a décroché et on est passé juste à côté du talus. On n'a pas touché le mur de pierre, maintenant on va attendre le véhicule d'assistance pour ressortir, mais on sera à Monaco à l'arrivée. Même les meilleurs se font piéger. Numéro 321, Otto et Britta Christensen, les vainqueurs du rallye historique 2002, sont au trou pour quelques minutes seulement, car avec l'aide des spectateurs, ils peuvent repartir à bord de leur Fulvia 1300 HF de 1968. Sur la route de ce Monte-Carlo historique, une voiture rouge et jaune au look pour le moins étonnant. Une machine qui a des petits airs de berlinette Alpine Renault et pour cause, elle était à l'époque la réponse de Matra à Alpine dans le domaine de la petite voiture de sport à moteur arrière. Il s'agit d'une Matra Jet 6 de 1968. Pardon, vous voulez voir le moteur? Non, c'est bon. En fait, c'est une voiture qui est, dans sa conception, identique à la berlinette. Elle a une poutre centrale. La grosse différence, c'est qu'elle a un moteur central et non pas un moteur en porte-à-faux arrière. Donc c'est une voiture qui se conduit un petit peu différemment, on ne la balance pas, mais c'est un véritable karting. Et je pense que si ils avaient voulu, Matra avait voulu à l'époque faire une voiture de rallye en partant de cette base, ils auraient fait une superbe voiture. Matra Jet était inscrit au Monte-Carlo en 66 et en 67. Avec des pilotes prestigieux, puisque ces 2 années, M. Lagardère avait réquisitionné tous ces pilotes de la piste pour faire le Monte-Carlo. Alors on trouve Jean-Pierre Beltoise, Jean-Pierre Josso, Pescarolo, Servos Gavin, on trouve Depailler, enfin voilà, donc la grosse équipe de Matra. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance, puisque je crois que la meilleure voiture avait terminé 47e, donc ils n'avaient pas fait une grosse opération, un gros rallye Monte-Carlo. Retour dans les spéciales de cette première journée. Si Burzet est encore cette année le point de départ de l'étape de classement, la suite du parcours est en revanche modifiée, même si évidemment les voitures empruntent des routes sur lesquelles se sont illustrés les grands noms du rallye Monte-Carlo. Il y a encore Auriol, Magnotti, marqué sur le parapet, la belle époque du rallye Monte-Carlo, du vrai Monte-Carlo. À Malval, par exemple, on n'avait plus vu passer le rallye depuis le milieu des années 80. C'est donc avec enthousiasme que les habitants du bourg ont fêté le passage de toutes les voitures, sans exception. En ce moment, on est 12 habitants ici. Alors, pour une fois qu'on a le plaisir quand même d'avoir un peu d'animation, il faut quand même marquer le coup si on veut qu'ils reviennent. Non, toutes ces caisses-là, moi, ça me rappelle, ça me fait un petit quelque chose, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. J'aimerais bien être à côté d'un d'eux. Être à côté, d'accord, mais peut-être pas à bord de cette Ford Escort Terrestre 2000. Dès le premier secteur de régularité, dans le 5e virage, plus de frein, plus rien. Apparemment, on a pu réparer, mais nous avons dû court-circuiter la 2e spéciale pour rejoindre notre assistance. Ah, les Britanniques, de vrais passionnés de rallye et du monte en particulier. Ceux-ci sont allés jusqu'à s'identifier à des stars du WRC, Solberg et Grist associés à bord d'une Escort Terrestre 2000, il n'y a qu'au rallye historique qu'on peut voir cela. Pour boucler la journée de dimanche, la spéciale Saint-Pierreville-Entraigues, un monument du Monte-Carlo. À Entraigues, les pilotes sont évidemment attendus par toute la famille Joanny pour la traditionnelle tarte aux pommes.
La remise, au lieu de passage obligé pour le rallye, est toujours le rendez-vous des pilotes et copilotes un brin nostalgique de la grande époque des reconnaissances interminables et des bons repas autour du feu préparés par Yves Jouhany. Didier Auriol fait partie de ceux-là et cette année, c'est un spectateur très intéressé qu'il est venu voir passer les concurrents du rallye historique. Disons, avec tout ce que j'ai pu vivre dans le championnat du monde des rallyes, je dirais qu'il faudrait s'arrêter avec le progrès d'il y a 10 ans en arrière, je dirais à peu près. Et ça serait un très bon compromis. Au terme de cette journée de dimanche, de l'étape de classement, c'est John Boufoum qui pointe en tête du rallye historique. L'homme à bord de sa Plymouth Barracuda S a de l'expérience puisqu'à 11 reprises, il a été champion des États-Unis de rallye, rien que ça. L'Américain devance Stéphanie et Pascal Aimé sur une Autobianchi A112 Abarth, les Belges Alain Lopez et Joseph Lambert sur une Mini Cooper S, puis Chin et Léon Lejeune à bord de leur Opel Commodore. C'est dans cet ordre qu'ils partiront lundi pour l'étape commune. Mais avant cela, retour dans le parc fermé du casino de Vals-les-Bains pour un petit tour de paddock. Cette Audi 100 coupée n'est sans doute pas la plus belle ni la plus prestigieuse du rallye. En revanche, elle permet à son propriétaire d'assouvir un vieux rêve avec un budget réduit. Bon, c'est vrai que je ne vais pas lésigner puisque je voulais à tout prix que la voiture arrive au bout. Donc je suis à peu près à 6-7 000 euros. Hors frais annexes, genre hôtel, etc. Si on monte au niveau des hôtels, l'accompagnement, etc., je dirais 8 000 euros grand maximum. Avec l'achat de la voiture, bien sûr. Donc ça reste quelque chose d'abordable. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un rallye prestigieux. Donc il faut quand même se donner les moyens de réussir. Si c'est pour s'arrêter en cours de route parce que la voiture a une durée qui est un peu usée, c'est dommage, quoi. Cette Fiat 128 Rallye est une voiture légère, puissante, équilibrée et surtout traction avant. Bref, la machine idéale pour participer à des courses historiques en hiver. Le seul problème, c'est qu'elle est très rare et donc recherchée. J'ai eu plusieurs appels de gens qui aimeraient en faire l'acquisition, notamment en France, bien sûr, malgré qu'elle soit immatriculée à Rome. Première immatriculation d'origine, modèle 72, premier livret de circulation. Donc on veut garder, je dirais, cette authenticité du produit. Premier livret d'origine, modèle 72, avec deux propriétaires en fait. Hein. Donc c'est une voiture qui a déjà couru? Non, elle n'a pas couru. Non, celle-là n'a pas couru, malgré qu'elle soit bien équipée. On se fait vraiment plaisir avec, elle n'a pas couru. Et comme beaucoup de voitures anciennes, elle s'offre une deuxième vie en compétition historique de régularité. C'est à bord de cette Fiat 128 que nous bouclons la première journée du rallye Monte-Carlo historique. Ce sont des stars, de véritables vedettes. L'un est maire de Saint-Jean-en-Royan, l'autre est le garagiste du village. Lors du rallye historique, Jacques et Roger ne manquent pas de faire une halte au garage, le temps de donner un petit coup sur la R12 Gordini et bien sûr de saluer leurs fans venus de l'école située juste en face du garage. Roger, vous étiez plus attendu que le pape encore. Ouais, parce qu'on travaille sur les soupapes chez nous dans le garage. C'est pour ça. Ça vous fait plaisir, j'imagine. L'année dernière, j'aurais. Je peux montrer des photos à l'école, hein, la chérie. Saint-Jean-en-Royan, c'est un point de passage obligé pour les concurrents du rallye. C'est en quelque sorte la frontière entre les spéciales de l'Ardèche et celles de la Drôme. Mais avant d'attaquer les secteurs de régularité, de franchir le col de l'Écharasson, attardons-nous un moment au garage du Sclar, car c'est une tradition, là, fin janvier au matin, on mange des ravioles et de l'andouillette. Bon appétit tout le monde. Tout le monde a vu le radar. Évidemment, comme la tarte aux pommes en Trègue, on ne manquerait ça pour rien au monde, n'est-ce pas, monsieur Tambay? Patrick, c'était quelle année ça? Ça, 73. 73. L'année où vous avez participé également au rallye Monte-Carlo. Je vois, la transition était toute trouvée. Vous vous en souvenez de cette participation unique au rallye Monte-Carlo? Ah oui. C'était comment? Plein de souvenirs, probablement plus de souvenirs sur ce genre d'épreuve que sur certaines courses en solitaire à bord d'une monoplace. Les reconnaissances d'abord c'était épique, sur le plateau du Burzet, enfin bon,
ça serait une longue histoire. Enfin, ce sont des souvenirs et le fait de participer aujourd'hui, c'est du flashback, toutes ces choses-là qui remontent à la surface. En 73, Patrick pilotait une R8 Gordini dans un team avec entre autres Jean Ragnotti. Cette année, Tambay roule sur une DS19, la voiture d'un copain. Les DS, elles ont marqué l'histoire du rallye Monte-Carlo. Efficaces sur la neige, agiles et souples, elles ont remporté l'épreuve à 2 reprises, en 1959 avec Coltelloni sur une ID19, puis en 1966, Toivonen récidive avec un modèle 21. Cette année-là, Citroën classe d'ailleurs 6 DS parmi les 12 premières. Il faudra ensuite attendre Sébastien Loeb pour pointer une Citroën au sommet du classement à Monte-Carlo. Retour à Saint-Jean avec Christian Dorsch, ancien champion de France des rallyes sur terre en 86 et 26 Monte-Carlo au compteur. Vu la carte et tout, parce qu'on n'a pas reconnu le rallye, rien du tout, on part vraiment même sans la carte du tout. Un coup c'est dans un sens, un coup c'est dans l'autre, on verra bien ce qui va se passer. Ce soir, je pense que je vais me retrouver quand même. Il n'y a plus de pilotage? Là, hier, disons qu'on a retrouvé un peu Burzé, puis la deuxième spéciale de la Louvet, où c'est carrément enneigé, alors j'ai un peu pris la mouche, comme on peut parler comme ça, je me suis un peu amusé, voilà. Et ça, c'est la nostalgie des Burzé d'autrefois, voilà. Lundi, les pilotes attaquent donc la première partie de l'étape commune. Cette fois, ils partent dans l'ordre établi la veille en fonction de leur classement. 4 spéciales de régularité sont au menu du jour et dès les premiers kilomètres, il y a énormément de neige. Parti 4e du général lundi matin, le célébrissime Chin commet une erreur dans cette épingle et il perd du temps. Mais il pose surtout un problème à son navigateur qui doit recaler son tripmaster et entamer une série de calculs savants pour retrouver la bonne moyenne. Attardons-nous d'ailleurs un moment sur le rôle du copilote en rallye de régularité. Vous voulez que je m'asseye? Oui. Je peux garder mon café? Oui, et en revanche, il serait bien d'ouvrir la fenêtre. Tout d'abord, dans le cas du Monte-Carlo, c'est évidemment de tracer tout l'itinéraire parce qu'en fait, c'est pas un vrai roadbook qu'on reçoit, c'est un descriptif. Donc, nous, dans notre cas, nous avons reconnu tout l'itinéraire. Maintenant, il est aussi possible de le faire sans reconnaissance, selon ses moyens. Et puis, le jeu consiste à être le plus près possible de la vitesse moyenne imposée. Là, évidemment, on a un Alda. C'est un compteur qu'on peut remettre à zéro, on peut ajouter ou retrancher les distances. Et puis c'est une petite calculette. Et donc en fonction de la moyenne, j'ai introduit la moyenne, je divise par la distance et je fais des règles de 3 perpétuelles. Si possible tous les 200 mètres, mais c'est un peu difficile. Mais je vais dire au pire tous les 500 mètres. Je sais qu'il y en a qui ont des systèmes plus modernes et plus sophistiqués. Moi je suis toujours un peu à l'ancienne. Il y en a qui utilisent des tables également, des tables de conversion. Il y a différents systèmes, mais disons que moi je me contente d'une calculette. Les copilotes de pointe sont très recherchés. En plus, lorsqu'ils sont de vrais navigateurs, c'est encore mieux. À bord de cet Alfa Romeo Giulietta SZ, Olivier Gillet, pilote de rallye, et Steve Ravussin, co-vainqueur de la Transat Jacques Vabre. C'est tranquille, il faut juste un peu des comptes, etc. Ben ça va, c'est pas... On n'a pas été très bon hier, j'ai pas été très bon. Non? Faut quand même faire des calculs, non? Ah ouais, faut faire des calculs. Avec le 2-3 et des trucs comme ça. C'était la seule chose où j'étais pas mauvais à l'école. Ah, ben voilà, donc ça tombe bien. Heureusement.
C'était un petit tour embarqué à bord de la berlinette 1800 d'Eric Comas. Vous l'avez compris, lui, la régularité, ça n'est pas son truc. Avec son copain de team Jean Ragnotti, ils sont là avant tout pour assurer le spectacle. Alors nous on respecte rien. On respecte rien, c'est-à-dire on respecte les spectateurs et les voitures qui arrivent en face. Bon, ça oui. Mais sinon on fait, quand il y a un peu de la place, qu'il y a de la visibilité, on fait quelques dérapages pour s'amuser, puis pour amuser le public, parce que le public voit passer à peu près la moitié des concurrents qui eux font vraiment, plus de la moitié des concurrents font vraiment de la régularité, passent à des vitesses relativement faibles. Et nous on passe avec l'équipe du Team Comas, on passe un peu plus vite, mais en gardant quand même une bonne marge de sécurité. Et sur le bord des routes, Jeannot reste le plus populaire de tous. Il faut reconnaître que l'homme a marqué les esprits des amateurs de rallye. Souvenez-vous, c'était en 1981. Pour la première fois de son histoire, la Renault 5 Turbo était engagée au Monte-Carlo. Ragnotti et son rival Terrier sur une Porsche 911 se sont livrés un duel d'anthologie durant toute une semaine de course. Morceau choisi. Terrier fonce vers Monaco. Il est toujours leader avec 3 minutes d'avance sur Ragnotti alors que le second acte est sur le point de s'achever. Hélas, le duel attendu va tourner court. Alors que la route est sèche dans la descente du Turini, une bande d'énergumènes a répandu de la neige à la sortie d'un virage et piégé le pauvre Jean-Luc. La Porsche est éliminée, mais Ragnotti va trouver en Fréquelin un challenger bien décidé à tenter sa chance à fond. C'est tout bon maintenant. Ragnotti, Andrier ont la victoire en main. Ils ne la laisseront pas échapper. Cet R5 Turbo qui a tant marqué les esprits n'est malheureusement pas éligible pour le Monte-Carlo historique. En revanche, sur les routes de l'épreuve cette année, il y avait une R5 Alpine, en quelque sorte l'ancêtre de la Turbo. Une voiture relativement rare et difficile à trouver aujourd'hui, puisqu'il n'y en a eu que 3000 de construites. Elles viennent de Montpellier. Et vous l'avez cherché longtemps? Coup de bol, non, 3 mois avec une annonce sur internet. Et c'était une dame qui avait cette voiture depuis 1976 et qui voulait pas s'en débarrasser, s'en séparer et qui a vu là une occasion de continuer à faire vivre sa voiture. Une belle vie qui passe aujourd'hui par les courses historiques. Grâce au carbu double corps, elle n'a pas à rougir face à la concurrence, car cette petite R5 Alpine développe tout de même 135 chevaux, mais il est vrai qu'elle est un peu préparée. Lundi, au terme de la première journée de l'étape commune, on pointe aux avant-postes du classement général le podium de l'an dernier, mais dans un ordre différent, avec Mario Haguem et la Lancia Fulvia en tête, suivi de Monty Carlan sur une Volvo 142, c'est le vainqueur de 2004, puis il y a John Boufoum sur sa Plymouth Barracuda S. Le col de Caris, Saint-Nazaire-le-Désert, le col de Roustan, Rosan, le col de Tourette, Barcelonnette, voici quelques lieux traversés par les équipages avant d'arriver au terme de la première partie de l'étape de classement sur l'aérodrome de Tallard, à quelques pas de Gap. Et pour accueillir les concurrents à Tallard, une voie. Premier secteur. Je suis la voie du rallye depuis plus de 30 ans. Les pilotes, ils sont toujours assez intéressés parce que certains découvrent, je dirais, quelques repères qu'ils avaient perdus ou qu'ils n'avaient jamais entendus sur leur voiture, sur les données techniques et sur l'histoire des fois d'une voiture, parce que des fois ils ont acheté une voiture mais ils ne connaissaient pas l'histoire de la voiture, qui avait eu différents propriétaires. Et vous la connaissez? Je la connais par, je dirais, recouplement et recherche. Hein. Ça ne vient pas tout seul, hein. C'est pas quelque chose qui est de la science infuse. Hein. C'est du travail, beaucoup de travail derrière. Claude Julien n'est pas la seule Bible vivante du Monte-Carlo.
L'homme avec la casquette, c'est Maurice Louche. Il est l'auteur du livre le plus complet sur le rallye Monte-Carlo. Et cette année, il vit l'aventure de l'intérieur d'une Mini Cooper. C'était un rêve un peu, parce que peut-être d'écrire des ouvrages, c'est une frustration, c'est pour combler une frustration de ne pas avoir été un pilote. Et participer au Monte-Carlo historique, on n'a pas besoin d'être pilote. Donc en ayant fait l'historique du Monte-Carlo, c'était le complément à l'histoire que de participer. Et maintenant, c'est l'arrivée du numéro 52. En principe, tous les numéros intermédiaires auraient dû se présenter à 1 minute d'intervalle. C'est une véritable hécatombe. Les futurs vainqueurs, Mäkinen le finlandais et l'anglais Ista, eux, sont à l'heure. Grâce au bouquin de Maurice Louche, les plus jeunes pourront entre autres relever qu'en 1965, Timo Mäkinen et Paul Lister emportaient une victoire au retentissement international sur une Mini Cooper S. Timo Mäkinen is credited with 6 minutes 59 seconds. But you'll notice that the officials don't exactly break any records as they stamp his card in the official clock. Depuis plusieurs années, Paul Lister, ici sur la droite de l'écran, participe au rallye historique à bord d'une MG. Mais pour souffler les 40 bougies, il était inscrit cette année sur une Mini Cooper millésime 65, identique à celle qu'il avait menée à la victoire il y a 40 ans. Autre petit détail, Paul Lister partait dans l'historique avec le numéro 152. Lors de sa victoire en compagnie de Mäkinen, la Mini était frappée du numéro 52. Autre anniversaire, celui de la victoire des Norvégiens Malling et Fadum. En 1955, ils disputaient le Monte-Carlo sur une Sunbeam Talbot. Leur ville de départ était Oslo. Très bien placés, ce sont nos amis norvégiens Malling et Fadum qui font une course à la fois audacieuse et pondérée. Les concurrents prennent des risques, mais les Norvégiens Malling et Fadum, eux, n'en prennent pas. Ils sont virtuellement gagnants. Cette voiture est une Sunbeam de 1955. C'est la voiture avec laquelle mon père a remporté le rallye Monte-Carlo en 1955. Et vous savez que cette année en Norvège, les journaux titraient que 50 ans après, un autre Norvégien allait peut-être gagner le rallye Monte-Carlo. Bien entendu, c'était une blague et il s'agissait de Peter Solberg. Sur les ailes de la voiture, j'ai vu écrit Malling et Fadum. J'ai vu en vrai monter le col de bras. C'est pour ça qu'à l'équipage, j'ai demandé si vraiment c'était la vraie voiture. Et ils m'ont dit, oui, c'est la vraie voiture. La seule chose, c'est pas le pilote qui la conduisait, c'est pas Gunnar, c'est le fils et il est accompagné de son petit-fils. C'est-à-dire que là, il y a les 3 générations, mais la voiture, c'est toujours la même génération. Direction Monaco pour la deuxième partie de l'étape commune. Lors de la journée de mardi, les concurrents n'ont que 2 spéciales de régularité à disputer. La neige a à présent disparu de la route. Des Hautes-Alpes aux Alpes-Maritimes, les paysages traversés sont à couper le souffle. D'année en année, on retrouve les habitués sur la route. Parmi eux, il y en a un qui prend un malin plaisir à changer de monture chaque année. De plus, il cherche à chaque fois des voitures inédites. Après la Fiat 131 Abarth, la Sapsonette, cette année, Raphaël Bonardi a trouvé une Celica GT, mais pas n'importe laquelle. La GT a un moteur 3 litres multi-soupape. C'est la plus belle partie de la voiture. Ce moteur est dérivé de la course. Les frères Novamoto les utilisaient pour leur Formule 3 qui, à l'époque, ont remporté plusieurs championnats en Europe. Cette Celica est la 430e des 1000 voitures construites pour l'homologation. Mais pour Raphaël, cette Toyota, c'est le passé puisqu'il pense d'ores et déjà à 2006. Ah, j'ai plusieurs voitures, je vais voir. Chaque fois que le règlement de l'Automobile Club sort, je le consulte avec le cœur qui bat pour découvrir quelles sont les voitures éligibles.
S'il y a eu 1000 Toyota Celica GT de construites, on peut compter sur les doigts de la main le nombre de Lancia Stratos Groupe 4, comme celle avec laquelle le triple champion de France Jean-Pierre Richelmy participait à sa première course de régularité historique. Une expérience inédite pour Riquet qui n'est pas habitué à flirter avec des vieilles dames. Qu'est-ce qui change par rapport à une voiture de course actuelle que vous connaissez Moderne. pas mal? C'est moderne, c'est la rigidité, c'est l'efficacité en général. Là, il y a des carburateurs, donc si vous voulez, si vous n'êtes pas assez souple sur l'accélérateur, le moteur se noie. C'est assez brutal, on va dire, pour doser sur la glace, c'est quand même assez difficile. C'est pas une voiture qui est évidente à piloter par rapport aux voitures modernes qui sont quand même assez faciles. L'itinéraire de cette journée de mardi est nouveau et sur ces routes, Monty Carlan refait un peu son retard. À l'arrivée à Monaco, il est toujours deuxième mais sur les talons du jeune leader Marco Aghem. La victoire de ce 8e Monte-Carlo historique va sans doute se jouer entre ces deux hommes. Monaco enfin. Le gros du parcours est à présent derrière les pilotes, du moins en ce qui concerne le kilométrage, car durant la nuit, il reste un beau morceau à boucler avec l'étape finale, la fameuse nuit du Turini. Oh, c'est les cartes pour ce soir. Ouais. On va voir pour ce soir comment on doit faire, donc qu'est-ce qu'on peut faire. Mais avant cela, les voitures ont le temps de souffler quelques heures et certaines en ont bien besoin. C'est pas un problème, c'est juste la température, elle est habituée au froid de Gap et ici il fait trop chaud à Monaco. Les hommes, eux, ont le droit à quelques instants de repos dans l'un des palaces de la principauté, mais pas pour tout le monde. Certains ont du travail. Jean Ferry a cassé l'embrayage de sa Fiat 500. Après avoir parcouru tant de kilomètres à bord de cette cacahuète, il est hors de question d'en rester là si près du but. Putain, c'est pas possible cette merde. Fort heureusement pour lui et pour le spectacle, il pourra repartir. Pas de problème en revanche pour cette Ford Escort. Les spécialistes ont immédiatement reconnu une RS 1600 ex-usine. Celle-ci a un palmarès élogieux puisqu'entre les mains de Timo Mäkinen, elle a remporté le RAC en 73. Bref, c'est une pièce de musée en parfait état de marche. Mon ami l'a trouvé chez un fermier en Irlande qui collectionnait des Ford et qu'il a, comme il était assez âgé, il a vendu. Et mon ami l'a complètement restauré d'A à Z. On peut chiffrer, donner un prix pour une voiture comme celle-là environ. Hein. Bah, tout dépend de l'amateur. Quelques-uns m'ont demandé si c'était à la vendre. J'ose pas afficher de prix, mais ça va quand même y monter assez fort. Vu que 100 000, 120, 30 000 euros. Les Escort RS ont trusté les victoires en rallye dans les années 70. En revanche, le modèle précédent de chez Ford, l'Anglia, n'a jamais vraiment brillé en compétition, même si quelques-unes ont participé au Monte-Carlo dans les 60s. Sans doute un peu juste en puissance, elle a tout de même permis à Miss Hall et Dom Léo de remporter la Coupe des Dames en 1961. C'est une voiture qui se comporte très bien, elle est facile à conduire, mais elle a un peu trop peu de puissance. Ça nous aiderait vraiment d'avoir un peu plus de chevaux, mais c'est vraiment très agréable à conduire et facile sur la neige. À l'époque, seuls les 60 ou les 100 premiers du classement étaient invités à participer à l'étape finale. Pour l'historique, tout le monde y va et en 2005, le parcours est inédit avec un passage dans le col de Castillon. C'est le gros morceau du Monte-Carlo. Du coup, certains ont échafaudé une tactique de course. Ça nous fait une moyenne de 43,15. Mais on va essayer d'aller le plus vite possible dans la montée pour être bon au moulinet et être bon au sommet du Turini. Et puis la descente, ça c'est sans souci. C'est à bord de la NSU de Michel Dartevel que nous embarquons pour le départ dans cette ultime étape. Les pilotes attaquent par le col de Castillon, une courte spéciale disputée bien entendu à la lueur des phares.
Au terme du premier secteur de régularité de la nuit, les concurrents sont à Sospel, lieu de départ de la fameuse spéciale du Turini. Et comme chaque année, il y a du monde sur le bord de la route pour applaudir les voitures et leurs pilotes. Premier lieu de passage obligé, Moulinet et son épingle à droite. Respecter la moyenne de 50 km à l'heure impose aux pilotes des voitures les moins puissantes une attaque de tous les instants dans la montée du col. Pour beaucoup de spectateurs, cette nuit du Turini, c'est l'occasion de revivre de bons moments, de raviver de vieux souvenirs de jeunesse. Et comme d'habitude, au sommet du col, ils sont nombreux à passer la soirée dans le froid, mais dans une ambiance qui reste magique. Maintenant que le rallye du championnat du monde ne passe plus au sommet du Turini de nuit, pour beaucoup, le rallye historique est l'occasion de renouer avec une certaine tradition, même si à présent les voitures passent un peu moins vite qu'à l'époque. Allez, juste pour le plaisir, nous avons ressorti quelques images d'archives tournées ici même, au sommet du col du Turini. Après le fameux passage au sommet du col, c'est la descente vers la Bolène-Vésuvius. C'est là que ça devient dangereux. Il faut faire attention de ne pas se laisser emporter par la fougue. Certains pourtant n'hésitent pas à attaquer jusqu'au bout et quelle que soit leur monture. Souvenez-vous de l'équipage écossais en panne de frein lors de la première journée. Eh bien, nous les avons retrouvés dans un fossé, dans la descente. Erreur de pilotage, l'escorte terrestre de 1000 n'ira pas à Monaco. Mimi, viens voir, va. C'est nos amis qui n'avaient pas de frein. Et ils ne sont pas les seuls à terminer leur course dans le fossé, nos amis écossais. Dominique Larocque et Jean-Jacques Collinet s'en sortent sans bobo. En revanche, la Datsun est endommagée et ne pourra pas repartir. Tandis que les derniers partis de Monaco attaquent à peine la montée du col du Castillon, les premiers en terminent avec cette 8e édition du rallye Monte-Carlo historique. L'organisation a fort progressé. C'est-à-dire que ça devient quand même un petit peu plus sportif dans le sens que les arrivées sont mieux placées. Et puis ils ont un petit peu mieux contrôlé les pneumatiques, etc. Et ça nous fait plaisir parce que quand on joue le jeu, ben on est toujours un peu déçu quand on se fait battre par des gens qui ne le font pas. Donc c'est ça qui est très bien dans le progrès. Puis bon, pour le reste, ça reste mythique. Toujours une belle épreuve, impeccable. C'était très beau, très bien. Les conditions étaient parfaites pour ce genre de course. Il y avait de la neige et un parcours fantastique. Voilà 4 ans, j'ai participé à mon premier rallye Monte-Carlo historique. Cette année, c'était ma 2e participation et je me suis vraiment régalé. Les gens sont de plus en plus entraînés. Par exemple,
il y a de plus en plus de voitures d'assistance. Nous, depuis 3 ans, nous le faisons sans assistance, mais ça devient un handicap. L'atmosphère est vraiment fantastique. On parcourt tout le sud de la France et les gens nous accueillent chaleureusement. Ils sont contents de voir les voitures, c'est fantastique. C'était mon premier Monte Carlo, ma première expérience en course historique. C'était vraiment extraordinaire, fantastique et passionnant. L'expérience était incroyable. J'espère vraiment que dans le futur, je pourrai revenir et pourquoi pas dès l'an prochain pour faire mieux. C'était vraiment difficile et en même temps très très bien. Heureux d'être arrivés au bout du parcours à bord de leur machine d'époque, ils vont tous aller se coucher avec des souvenirs plein la tête. Et en ce qui concerne Jean-Pierre Mondron, qui au départ de son premier Monte Carlo était un peu anxieux, il l'a promis, il reviendra. Les 3 dernières, c'était costaud. Hein. Ça, c'était du vrai rallye et 50 km/h à tenir avec une voiture, une 356 comme ça. Venez avec moi et vous verrez ce que c'est. L'édition 2005 du rallye Monte Carlo historique est remportée par Marco Aghem. Le jeune pilote italien était à peine né lorsqu'en 1972, sa Fulvia HF est sortie des usines Lancia. Aghem devance finalement l'américain John Buffum. Et pour compléter le podium, les Allemands Ernst Jungen et Markus Müller sur une Mercedes 300 SE de 1961. Une fois encore, ce Monte Carlo historique fut une réussite. Un grand rendez-vous pour les amateurs de voitures anciennes qui se retrouveront bien sûr en janvier prochain pour une 9e édition. Sur 352 partants, 290 rallye Monte Carlo. Mesdames et messieurs les vainqueurs du 8e rallye Monte Carlo historique. From Italy, Marco Aghem, Stefano Delfino. Mais bien sûr, tous étaient, comme chaque année, invités le lendemain soir à la remise des prix et au grand dîner spectacle de gala offert par l'Automobile Club de Monaco.